J'ai le plaisir d'accueillir sur scène la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. Merci de l'accueillir. Madame la présidente de l'UFE, monsieur le délégué général que j'ai vu, mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonsoir même à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour clore ce colloque annuel de l'Union française de l'électricité. C'est un rendez-vous attendu des acteurs du système électrique que la crise sanitaire n'avait pas permis de tenir l'an dernier. C'est donc doublement un plaisir de pouvoir clore cette journée avec vous. Le thème que vous avez choisi sur la voie de la décarbonation laisse deviner des échanges qui ont dû être passionnants. D'ailleurs, je me le suis laissé dire et j'ai vu que sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de débats, ce qui prouve que vous aviez tout à fait touché exactement à ce dont nous avions besoin de parler. Puisqu'en effet, la neutralité carbone, au plus tard en 2050, doit être notre boussole à tous. Nous savons que nous pouvons y parvenir et que l'électricité sera une des clés pour décarboner les usages de l'énergie, aujourd'hui significativement émetteurs de gaz à effet de serre. Nous savons aussi que nous sommes face à des défis d'une ampleur colossale, quasi vertigineuse, avec un renouvellement quasi intégral de notre système de production électrique et des investissements d'un rythme 2 fois supérieur au rythme actuel à envisager. Mais notre pays s'est toujours construit dans des moments de transformation, d'opportunités et de défis. Revenons un peu en arrière. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec la Troisième République, la France dessinait le visage qui reste encore largement le sien aujourd'hui. Notre pays se dote alors d'un régime démocratique durable qui, à travers de grandes lois, consacre la liberté de la presse ou de réunion, et notre école publique devient définitivement laïque et républicaine. Et c'est également à cette époque que les premières villes françaises commencent à être alimentées en électricité. À la fin du XIXe siècle, les premiers réseaux, d'abord isolés, se sont progressivement agrégés jusqu'à créer les réseaux nationaux actuels en profitant des économies d'échelle liées aux grands réseaux. L'électrification à grande échelle se développe également dans les années 20 et de grands investissements publics, en particulier dans les barrages hydroélectriques, accompagnent l'accroissement de la consommation, tout en transformant d'ailleurs les paysages. Et la décision de lancer un grand programme électronucléaire dans les années 70 a vocation à répondre aux enjeux de dépendance auxquels nous faisions face à la suite du choc pétrolier. On le voit bien, les grandes étapes de construction du système électrique français sont profondément liées à des périodes de grande transformation française. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans un moment historique de cet acabit. Nous devons nous adapter à cette nouvelle donne. Le réchauffement climatique s'accélère de manière incontestable et nous impose une remise en question profonde de notre modèle de développement et de facto de notre modèle énergétique. La situation est critique et nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'urgence climatique nous impose d'agir vite et d'agir bien. Alors, nous allons devoir, dans les décennies à venir, réduire et décarboner intégralement notre consommation d'énergie. C'est un défi immense, tant notre civilisation a développé une véritable addiction aux énergies fossiles. Mais je pense que c'est aussi et surtout une opportunité, avec de nouveaux outils et de nouvelles technologies. Je sais qu'en tant qu'acteur de première ligne dans ce moment historique, vous en êtes pleinement conscient. L'aventure qui nous attend, nous savons où elle doit nous conduire, à la neutralité carbone en 2050. Ce que nous devons construire ensemble, c'est le chemin qui permet d'y parvenir. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement se dote d'une stratégie claire qui repose sur un triptyque alliant maîtrise très forte de la consommation énergétique, énergie renouvelable et nucléaire qui restera une composante de notre mix énergétique pour les prochaines décennies. La première des nécessités, c'est bien de maîtriser notre consommation énergétique pour qu'elle diminue d'au moins 40% d'ici 2050 et donc de poursuivre les efforts que nous menons en faveur de l'efficacité et de la sobriété énergétique pour lesquels le gouvernement apporte un soutien sans précédent. Le deuxième enjeu est de remplacer les énergies fossiles par de l'électricité décarbonée dans tous les usages où nous le pouvons. Et du point de vue du système électrique, nous faisons ici face à un élément tout à fait nouveau dans le débat,
la demande d'électricité va considérablement augmenter d'ici 2050. Les scénarios de futur énergétique publiés récemment par RTE, auxquels vous avez tous pu contribuer dans les phases préalables de concertation, le montrent bien. Sous l'effet de l'électrification des véhicules, du chauffage ou des process industriels, la consommation d'électricité française devrait augmenter de 35 à 40% d'ici 2050. Et ces scénarios nous montrent aussi qu'à court terme, le moyen le plus sûr de préparer la mue du système électrique français vers la neutralité carbone, c'est le développement massif des énergies renouvelables. C'est là encore une nouvelle révolution, tant les ENR ont connu au cours de la décennie passée une évolution inouïe en termes de performance et de compétitivité. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut bien se rendre compte du chemin qu'il reste à parcourir. Le rapport RTE nous donne des ordres de grandeur précis. Il faudra multiplier la capacité actuellement installée de 2,5 à 4 fois pour l'éolien terrestre, par 7 à 12 celle du photovoltaïque, et avoir mis en service entre 2000 à 4000 éoliennes en mer. Voilà l'ampleur du défi. Une telle accélération suppose bien évidemment de créer les conditions de leur acceptabilité. C'est bien le sens des mesures que nous avons prises en faveur de la limitation des impacts, d'une plus forte concertation locale et d'une meilleure planification qui doit apporter plus de visibilité sur le long terme. Dans la loi ESSOC, par exemple, nous avons profondément modernisé la manière dont sont débattues puis déterminées les implantations des parcs éoliens en mer, et nous poursuivrons cette démarche dans la prochaine PPE en les planifiant à l'échelle des façades maritimes. Dans la loi climat-résilience, nous avons renforcé la concertation locale en matière d'éolien, en renforçant notamment le rôle du maire. Ces mesures ont été complétées par un plan d'action en faveur d'un développement maîtrisé et responsable de l'éolien que j'ai présenté en octobre. Il concerne, par exemple, les questions de nuisances sonores et lumineuses des parcs éoliens. Ce travail sur l'acceptabilité, nous devons le faire sur chaque type de renouvelable. C'est pourquoi j'ai également présenté 10 mesures en faveur du développement du photovoltaïque qui visent à favoriser les implantations ayant le moins d'impact environnemental, en particulier sur les toitures et terrains dégradés. Et je peux vous dire que ça marche. Comme vous le savez, j'ai relevé le seuil de 100 à 500 kW crête, en dessous duquel il n'est plus nécessaire de passer par un appel d'offres pour les projets photovoltaïques sur bâtiments. C'était une mesure de simplification attendue qui a le potentiel de faire des toits de France, en particulier les grandes toitures, des bureaux, des bâtiments agricoles et des entrepôts, autant de lieux de production d'énergie décarbonée. Eh bien, 2 mois après la mise en place de cette mesure, je peux vous annoncer que nous avons déjà reçu près de 9000 demandes. 9000 projets de panneaux solaires pour une puissance installée totale de 650 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique de 110 000 foyers. Et en 2 mois, nous avons quasiment atteint l'objectif que nous nous étions fixé de 750 MW installés en 1 année pour ce guichet. J'y vois la preuve qu'à condition de prendre les bonnes mesures, les Français sont prêts à soutenir et à investir dans le développement des énergies renouvelables. Il vous appartient aussi, à vous tous, les entreprises et acteurs du secteur électrique, de soutenir ce mouvement d'amplification du déploiement des énergies renouvelables parce qu'elles seront indispensables à la fois à la décarbonation et à notre sécurité d'approvisionnement. Parce qu'elles sont aussi une opportunité industrielle pour développer de nouvelles filières en France, en particulier dans l'éolien en mer. Et il vous appartient aussi, à vous, porteurs de projets, d'être particulièrement exemplaires. Car l'enjeu n'est pas que les riverains subissent un peu moins les projets renouvelables, mais qu'ils désirent les accueillir sur leur territoire, parce qu'ils s'y investissent, qu'ils offrent des opportunités de développement économique, de nouveaux emplois. Au fond, c'est véritablement une nouvelle donne électrique qui se dessine. Pour parvenir à la neutralité climatique, pour assurer la sécurité d'approvisionnement, mais aussi pour retrouver de la souveraineté. Comme vous avez eu l'occasion de l'évoquer lors des tables rondes qui ont rythmé cette journée, les scénarios de RTE ont modélisé les enjeux d'une réindustrialisation importante de notre pays. Cette réindustrialisation implique de disposer en quantité suffisante d'une électricité entièrement décarbonée et abordable. En matière de transport, par exemple, la demande d'électricité devrait être multipliée par 8. Nos constructeurs envisagent plus de 70% de véhicules électrifiés dès 2030.
La dynamique engagée est colossale et plus rapide que prévu. Face à cette hausse de la consommation électrique, nous allons donc devoir refonder notre système électrique puisque la quasi-totalité de notre parc actuel devra être renouvelée d'ici 2050. C'est donc l'ensemble de la chaîne de valeur de notre secteur électrique qui sera mobilisé. Producteurs, prestataires de tout domaine de compétences et d'expertise, gestionnaires de réseaux, fournisseurs d'électricité ou encore de services d'efficacité énergétique. La France dispose des compétences, dispose des savoir-faire de premier ordre, d'équipements de qualité, mais aussi d'un tissu d'entreprises industrielles solides. Les acteurs du système électrique français que vous représentez aujourd'hui, dans sa grande diversité, sont autant d'atouts pour relever ce défi. Alors, quels sont les leviers à actionner pour réussir ensemble cette transition énergétique aussi enthousiasmante qu'exigeante ? Un premier axe essentiel pour faire face à la hausse à venir de la consommation d'électricité, c'est bien sûr de renforcer à grande échelle l'efficacité énergétique et la maîtrise des consommations. Je vous le disais à l'instant, il s'agit d'un des 3 piliers fondamentaux de la politique du gouvernement en matière d'énergie. L'efficacité énergétique est un moyen efficace, à la fois pour limiter la hausse de la demande d'électricité à venir et pour réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif est donc ambitieux, puisqu'il s'agit de réduire de 40% notre consommation globale d'énergie d'ici 2050. C'est un défi d'une ampleur considérable. Depuis 2017, nous avons fait beaucoup pour mettre la France sur le bon chemin. Nous encourageons la massification de la rénovation énergétique des logements pour éradiquer les passoires énergétiques grâce à MaPrimeRénov' qui sera prolongée en 2022 pour un montant de 2 milliards d'euros. Nous avons aussi renforcé nos exigences sur la consommation d'énergie des bâtiments neufs à travers la nouvelle réglementation RE 2020. Et l'industrie n'a pas été oubliée, avec des soutiens financiers très conséquents à de nombreux projets d'efficacité énergétique. Oui, la France est aujourd'hui sur de bons rails, mais il faudra redoubler d'efforts, inscrire les dispositifs d'aide dans la durée et surtout maintenir un niveau de financement élevé. C'est une condition absolument essentielle pour réussir. Mesdames, Messieurs, vous le savez, une autre condition essentielle pour cette nouvelle donne électrique, c'est l'adaptation des réseaux, pour les rendre encore plus flexibles, plus intelligents, notamment en développant les capacités de stockage et d'effacement. Qu'il s'agisse de stockage sous forme de batteries ou d'autres technologies, du pilotage de la recharge des véhicules électriques, du développement de centrales de production d'appoint fonctionnant à l'hydrogène ou du développement des interconnexions. Les maîtres mots pour développer nos flexibilités, ce sont donc l'imagination et l'innovation. Alors, le gouvernement encourage et investit dans ces évolutions. C'est dans cette optique que la loi Climat et Résilience a récemment introduit la possibilité pour l'État de sélectionner par appel d'offres et de soutenir de nouveaux projets de stockage d'électricité. Surtout, vous le savez, après que nous ayons concrétisé dans le plan France Relance le lancement de notre stratégie pour une filière de production d'hydrogène décarboné, que nous ayons également soutenu la modernisation et le maintien des compétences de la filière nucléaire, du nouveau nucléaire, ainsi que le développement de solutions innovantes pour la gestion des déchets radioactifs, c'est à présent près d'un tiers du plan d'investissement France 2030, soit 8 milliards d'euros, qui sont mobilisés pour accompagner la transition du secteur de l'énergie et faire émerger les leaders technologiques de demain. Vous avez compris à travers ce que je viens de vous dire, les opportunités sont là, alors saisissez-les. Avant de conclure, je voudrais m'arrêter un instant sur la 3e priorité du gouvernement dans le cadre de cette nouvelle donne énergétique. Il s'agit de garantir aux Français une électricité à un prix abordable. C'est un enjeu de confiance de nos concitoyens dans la transition que nous dessinons. Sans confiance, sans perspective d'une facture énergétique maîtrisée à long terme pour les consommateurs, qu'ils soient particuliers ou entreprises, il n'y aura pas d'adhésion. Face à la violente crise des prix de l'énergie que nous traversons, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour protéger les Français, relèvement du chèque énergie, versement d'une indemnité inflation, mais aussi création d'un bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité. Ces mesures ponctuelles ont permis de limiter l'impact de la hausse des prix sur le budget de nos concitoyens, mais nous ne pouvons pas imaginer les renouveler à chaque crise, sans essayer d'en traiter les causes plus profondes. L'explosion du prix des énergies fossiles qui entraîne dans leur sillage toutes les énergies nous montre une nouvelle fois l'intérêt d'en sortir.
Mais il nous faut aussi, à plus court terme, nous interroger sur la manière de décorréler le prix des fossiles de ceux de l'électricité décarbonée. Le fonctionnement des marchés européens doit permettre de garantir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité au meilleur coût en mobilisant à l'échelle de l'Europe les moyens de production au coût le moins élevé. Mais il y a aujourd'hui une incompréhension légitime de nombreux Français qui se demandent pourquoi, alors que nous avons un des parcs les plus décarbonés, ils restent très exposés à la hausse des prix des énergies fossiles. C'est pourquoi la France défend la nécessité de revoir l'articulation du marché de gros avec le marché aval de l'électricité. C'est la position que nous avons portée, Bruno Le Maire de son côté et moi-même lors du Conseil énergie au début du mois. Alors soyons clairs, il ne s'agit pas bien sûr de remettre en cause le marché de gros, qui permet d'optimiser efficacement le fonctionnement du système électrique européen. Mais nous proposons des solutions pour que le prix payé par le consommateur puisse refléter les coûts de production de leur système électrique et du mix national, et non pas le seul coût de la centrale marginale. Ça permettra de favoriser les investissements dans l'électrification de nos économies, mais aussi de favoriser l'acceptabilité sociale de la transition énergétique, mais aussi de toutes les réformes que l'Europe est en train de mettre en place à travers le paquet Fit for 55, qui sont bénéfiques pour notre avenir, qui sont bénéfiques pour nos territoires, mais qui doivent être endossés par toutes et tous. Mesdames et messieurs, à la veille de la nouvelle donne électrique qui nous attend, le message que je veux partager avec vous est un message d'optimisme et de responsabilité. La transformation de notre système électrique est une opportunité industrielle majeure pour notre pays. C'est un défi stimulant comme nous n'en avons pas connu depuis un demi-siècle et qui suppose une mobilisation générale forte et rapide et qui appelle à des choix pour l'avenir de notre mix énergétique. Ce programme sera la clé de la compétitivité de l'économie française dans les prochaines décennies et sera massivement créateur d'emplois qualifiés. C'est l'opportunité d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle, de prendre toute notre part à la lutte contre le réchauffement climatique et reconquérir notre souveraineté énergétique et industrielle. En bref, la transition écologique est un tremplin. Nous saurons nous saisir du moment avec la responsabilité et l'ambition qui sont les nôtres. Et dans cette grande aventure qui nous attend, je sais pouvoir compter sur vous. Je vous remercie.